Bonjour mesdames et messieurs. Je suis sûre que dans cette salle, beaucoup se souviennent en 2018 d'une soirée à l'Opéra où tous les académiciens Goncourt qui présidaient le 40e Livre sur la place s'étaient réunis et ils avaient pour consigne de lire un texte d'un académicien qui les avait précédés au couvert auquel ils sont chez Drouin. Didier Decoing avait choisi Octave Mirbeau et, avec Isabelle Carré, tous deux avaient fait un spectacle incroyable. L'une jeune ingénue, à petites bottines, l'autre, allez, disons-le carrément, vieux pervers, complètement. Et tout le monde a gardé de ce moment un souvenir qui faisait que j'avais très envie de vous réunir à nouveau tous les deux. D'autant plus qu'Isabelle, j'ai appris depuis, en ayant la chance de travailler aux côtés de Didier, qu'il avait mis vos photos partout dans son bureau lorsqu'il préparait un film ou un roman, Didier. C'était un roman qui s'appelait Docile, c'est ça ? Exactement. Mais elles y sont toujours. Oui. Je ne les prends pas toutes à la fois parce que mon épouse commence à trouver que je pousse un peu, mais de temps en temps. Non, quand j'ai besoin d'une image très séraphique de la femme, de quelqu'un qui soit très pur. Discrète et lumineuse, vous savez, Isabelle, oui, comme on dit toujours. Oui, discrète et lumineuse. C'est instinctivement comme ça le visage d'Isabelle qui me vient à l'esprit. Et moi, je ne sais pas écrire sans modèle, comme il y a des peintres qui ne savent pas peindre sans modèle. Donc, je me sers d'elle, c'est très mal, c'est puni par le code pénal d'1 an d'emprisonnement et de 350 000 € d'amende. Vous pourriez être très très riche grâce à moi. Mais j'ai vraiment besoin de ça. Et la seule personne que j'ai jamais utilisée, c'est elle. Mais parce que, en plus de sa beauté, de son rayonnement physique, elle a un talent de comédienne auquel je suis très sensible. Moi, je suis un fou de cinéma. Je vois 2 à 3 films par jour, tous les jours que Dieu fait. Et donc Et vous lisez en même temps 2 ou 3 livres par jour ? Pas au même moment. Mais oui, absolument. Le matin, je suis lecteur. Et à partir de 19h, 19h30, je suis cinéphile et spectateur. Et c'est vrai que j'ai besoin de ça. Et évidemment, à force de regarder des films, on met en lumière certains acteurs, certaines actrices. Moi, c'est surtout les actrices qui me touchent. Mais parce que de même que dans ma littérature, ce sont les femmes qui occupent le haut du pavé. Parce que c'est plus... Je ne sais pas comment dire. Mais enfin, toujours est-il que voilà. Donc Isabelle accompagne mon écriture. Voilà. Alors le moment était venu. Mais j'ajoute qu'elle accompagne aussi ma lecture parce que maintenant elle est aussi auteure. Absolument. Enfin, maintenant c'est le deuxième. C'est le deuxième. Hein. Deuxième, oui. Il n'y en a pas dans les tiroirs qui n'ont pas été publiés. Il y en a un 3e en écriture, mais j'ai les mains dans le cambouis, alors je ne vais pas trop en parler. Alors oui, Isabelle publie en cette rentrée son 2e roman, Du côté des Indiens, aux éditions Grasset, qui marche déjà très très fort en librairie. Le premier, Les Rêveurs, avait dépassé, je crois, 200 000 exemplaires. Vous aviez eu le Grand Prix RTL Lire et un public de lecteurs formidable. Didier, lui, publie un roman pour enfants, un petit livre pour enfants, oui, magnifique, qui s'appelle Au contraire, dont les dessins sont de Alexandra Huard. Et je me suis dit que ça allait bien finalement ensemble parce que l'enfance vous réunit, le cinéma vous réunit, outre l'admiration réciproque que vous avez l'un pour l'autre. Je me demandais, en fait, Isabelle a mis en exergue de son roman, l'imagination est un vêtement trop grand que les enfants mettent longtemps à remplir. C'est Stephen King qui a écrit ça. Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux sur cette phrase ? Oui, moi j'ai l'impression qu'on cantonne l'imaginaire au monde de l'enfance. Moi personnellement, sans cette aide-là, sans cette béquille-là, de
de l'imaginaire au quotidien, effectivement, en voyant des films ou en lisant des livres ou en allant au théâtre ou en me laissant aller à des rêveries ou en écrivant. Si j'ai pas ça, le quotidien me semble trop brutal. Et j'ai l'impression que je l'habite de mieux en mieux, cet imaginaire. En tout cas, que voilà, dans l'enfance, c'était des histoires simples. Là, elles se compliquent. Mais pour mon plus grand plaisir et surtout pour adoucir, encore une fois, cette brutalité du quotidien. Et puis, un acteur ou un écrivain garde une partie d'enfance en eux, je pense. Écoutez, je crois que tout être humain, normalement constitué, est un éternel enfant. Si renoncer à son enfance, c'est renoncer à l'essentiel. Moi, j'ai besoin... Je continue à aller sur des... J'ai toujours des jouets que j'avais quand j'étais enfant, essentiellement des peluches. Elles commencent à être fatiguées, mais je les caresse, je leur dis bonjour, etc. Ce sont des vieilles peluches. J'ai des petites autos. J'ai des lieux où je jouais à des jeux étranges que j'inventais avec des copains et des copines. On s'imaginait qu'on était attaqué par des agents secrets ou des aliens, etc. Et on se faisait des peurs terribles. Et c'était formidable. Si je n'ai pas cette part de rêve, je n'existe plus. Je crois que j'écris pour retrouver le monde de l'enfance. Et Isabelle, elle caresse des carnets dans lesquels elle met depuis son enfance des phrases bijoux. Oui, alors là, il y en a une qui me vient, c'est Jean-Paul Sartre, « L'enfance décide ». Voilà, et c'est vrai que je joue aussi dans mon métier. J'ai même dû m'habituer à changer de vocabulaire quand je parlais à mes enfants, pour ne pas leur dire « maman va jouer », parce que c'était assez égoïste pour eux de pourquoi elle ne joue pas avec nous. Je suis obligée de dire non, je pars travailler. Parce que si je dis je vais aller jouer ma pièce, ça les exclut du jeu. Alors, du côté des Indiens, Didier ne s'exprimera pas puisqu'il est académicien Goncourt sur un roman de la rentrée. Moi, je vais vous dire que j'ai beaucoup aimé votre livre qui est plein de poésie, qui est très joli et qui est en 4 parties, mais on va déjà parler de la première. Un enfant dont c'est l'anniversaire, qui rentre chez lui avec un bon bulletin, qui attend son père et qui est tellement heureux de lui montrer son bulletin. L'ascenseur arrive, son père est dedans, il passe le 2e étage, il monte jusqu'au 5e, et là, il entend des rires, et cet enfant, brutalement, perd son insouciance. Oui, il a compris ce qui se passait. Que son père a une histoire avec la voisine du 5e étage. Et c'est pas une erreur, il n'a pas appuyé sur le mauvais bouton. Et cette aventure, cette désillusion se produit plusieurs fois par semaine, petit à petit. Et il va avoir ce courage incroyable de monter au 5e étage, de sonner et de dire à la voisine d'arrêter. Sa vie maintenant, c'est nous. Rendez-moi mon père, sa vie maintenant, c'est nous. Et elle accepte de le faire. Voilà, en fait, j'avais l'idée d'un début de roman j'adore les romans initiatiques, les romans d'apprentissage. Évidemment, tout en haut de mon panthéon de ces romans d'apprentissage, il y a La vie devant soi. Bien sûr, Romain Gary. C'est un petit peu un hommage. Ce petit garçon Ziad ressemble un peu à Momo, même si Muriel ne ressemble pas du tout à Madame Rosa. Mais voilà, j'avais envie de raconter aussi une histoire d'amitié improbable, puisque c'est quand même la maîtresse de son père. Mais elle choisit le camp de l'enfance. Et une histoire d'amitié entre un adulte et un enfant. Une amitié ça rejoint improbable. Ce qu'on vient de dire, c'est que côtoyer les enfants, retrouver sa part d'enfance, être à hauteur d'enfant, c'est ma vie. J'aime être avec les enfants, j'aime m'occuper d'eux, j'aime les observer. Et j'aime quel âge ont vos enfants? Alors 8, 10 et 12. Alors ils sont peut-être un peu grands. Je l'avais acheté avant de savoir qu'il y avait cette rencontre. Parce que je l'ai feuilleté dans une librairie chante-livre spécialisée aux enfants et je l'avais. Et Didier, c'est pour quel âge? Il m'avait sauté aux yeux. Les miens? Ou le vôtre, au contraire?
plaît beaucoup à ma petite Clara, la petite fille, au contraire. Et le poney. Le poney, il vient de naître, il est tout petit. La petite fille, Sarah, elle doit avoir 11 ans, quelque chose comme ça, 9 ans, 11 ans. Mon éditrice me fait signe que je me trompe. 8 ans, 7 ans, 7 ans. Elle a 7 ans. Donc c'est bien pour Clara, oui. Pour votre fille. Elle est sans âge, en fait, Sarah. Parce que c'est la petite fille qui croit en la justice. On raconte l'histoire du poney après. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, parce que vous avez raison de dire qu'en tant que membre de l'Académie Goncourt, je ne dois pas prendre parti. Maintenant, tant qu'on n'a pas voté. Mais j'ai quand même lu mardi, hein. Donc du côté des Indiens. Et pas du tout parce que c'est Isabelle pour qui j'ai un faible. C'est pas un gros faible. Un gros faible, c'est pas à cause de ça. C'est parce que j'ai trouvé ce livre remarquable. J'aurais aimé l'écrire. J'aurais pas su, mais j'aurais aimé l'écrire. Pourquoi il est remarquable? Parce que, d'abord, je ne sais pas quel âge vous avez, je ne veux pas le savoir, mais vous êtes mis dans l'esprit d'un petit garçon. Ziad, il est formidablement décrit. Je me revois, moi, à son âge hypothétique, parce que je ne sais pas exactement quel âge il a. Moi aussi, j'ai vu passer des ascenseurs. Non pas que mon papa montait à l'étage supérieur pour fréquenter quelqu'un d'autre, mais parce que des fois, l'ascenseur me passait sous le nez pour X ou X raison. Et il y a des descriptions formidables, notamment, elle dit à un certain moment, vous savez, sous les ascenseurs, il y a les courroies qui permettent, et ça fait comme des grandes pâtes, des pastas, hein, brunes, et ça, elle le raconte formidablement. Et j'imagine, car c'est tout le monde de l'enfance, à la déception. La déception chez l'enfant, c'est une blessure terrible. Et il a fait un effort formidable, ce petit Ziad. Toute l'année, il s'est battu pour avoir un bon carnet scolaire. Il l'a enfin. Et il serait tellement fier de le montrer à son papa. Et vous imaginez, il attend devant l'ascenseur que l'ascenseur s'arrête, que la porte s'ouvre. C'est peut-être une porte avec et que le papa descende. Papa regarde. Et il voit passer la cabine, puis les espèces de câbles qui sont dessous. Et je l'imagine levant les yeux et voyant à travers la cage de l'ascenseur la cabine qui continue de monter. Puis ensuite, il entend le stop et il voit les câbles qui tressautent. Parce que voilà, c'est effrayant, ça. C'est effrayant. C'est quand vous êtes enfant, que vos parents sont sortis, et ils vous ont dit, je ne rentrerai pas tard. Mais les heures tournent, ils ne sont toujours pas là. Et puis on entend un bruit dans la rue, une voiture. Et puis on entend un bruit d'ascenseur. Et puis on entend la porte qui s'ouvre. Et puis on s'attend au baiser, au bisou de la maman ou du papa. Mais ils ont autre chose à faire sur le moment. Bon, et ils ne viennent pas tout de suite. Et peut-être qu'ils ne viendront même pas ce soir-là en disant les enfants dorment. On ne va pas les réveiller. Après, ce sera un enfer pour les rendormir. Et donc, ils vont se coucher, eux. Et on n'a pas J'ai tellement compris Proust qui pleurait parce qu'il voulait que sa maman vienne lui donner son baiser avant de dormir. Je trouve qu'il n'y a rien de pire chez un enfant que le sentiment de déception. Et ce livre, le début en tout cas, raconte ça. Vous avez vécu des déceptions quand vous étiez toute petite fille? L'attente, la solitude, les foulards quand la mère sort et qu'on les met sur soi pour sentir son odeur et croire qu'elle est là. Ce que fait ce petit garçon, Ziad, il se recouvre de ces foulards qui sentent le parfum de sa mère. J'avais déjà parlé du parfum des mères dans Les Rêveurs, en disant que si vraiment il y avait une chose que les créateurs de parfums ne devaient pas faire, c'est arrêter un parfum. C'est vrai, ça. Ça, c'est bien vrai. Parce qu'ils ne savent pas que, voilà, on peut retrouver l'odeur de son enfance, l'odeur de sa mère. C'est un crime de nous priver de ça. Mais on a l'impression... En fait, on va reparler tout à l'heure, un peu plus tard, de votre livre, Didier, et continuer un peu sur celui d'Isabelle. On a l'impression que l'image n'est pas loin du mot. D'ailleurs, dans votre façon d'écrire aussi, on voit un film en lisant Isabelle. Ah, mais Isabelle, elle écrit en images. Elle écrit en images, oui. D'où l'admiration sincère que j'ai pour elle comme auteur, c'est qu'elle me fait voir des choses.
Non seulement dans cette première partie, mais dans la... Alors, la suite, bien sûr. Il y a des images dans la suite de tournage en Bretagne, qui sont d'une authenticité. Et c'est ça, la vraie littérature. C'est plus fort que le cinéma. Si vous ne voyez pas d'image dans un livre, c'est qu'il n'est pas très bon. C'est que l'auteur, quelque part, a raté les mots. Moi, ma passion des romanciers japonais, elle tient à ça. C'est que ce sont des gens qui font, dans leurs romans, des estampes. On voit les choses. Kawabata, on voit tout. Et elle, c'est pareil. Mais il n'y a pas tellement d'auteurs aujourd'hui parce qu'ils privilégient, pas l'anecdote, mais le récit, l'histoire. Et le style, c'est-à-dire la mise en image, est un petit peu laissé de côté. Alors, cette amitié improbable entre Ziad et Muriel va faire qu'elle va l'emmener un jour avec elle sur un plateau de cinéma. Et on apprend que Muriel a été actrice et qu'elle a arrêté. Elle est aujourd'hui script. Et je crois que c'est la partie la plus autobiographique. Oui, je m'en cache pas. J'étais tranquillement en train d'écrire cette amitié improbable et l'affaire Weinstein est arrivée. Et vous imaginez bien, beaucoup de journalistes m'ont demandé de témoigner, ce que je ne me sentais pas capable de faire par trop grande émotivité, mais aussi par souci de ne pas participer à la petite phrase qui fait le buzz, même si je suis très reconnaissante aux actrices qui ont eu le courage de le faire et à toutes les femmes qui ont cette force de le faire. Mais je ne juge pas non plus celles qui n'ont pas la force de le faire. Et en tout cas, moi, je sentais que, oui, la façon dont je pourrais m'exprimer le plus librement, ça serait par la fiction. Et du coup, j'avais déjà commencé effectivement cette visite de Muriel avec Ziad sur un plateau de tournage qui était une visite alors très joyeuse, montrant les aspects assez burlesques de ce que représente un plateau de cinéma qu'on connaît mal, même si on a tous vu des making-of, mais enfin les vivre de l'intérieur, par exemple traverser les rails d'un travelling en les enjambant tout en continuant à dialoguer avec son partenaire sans se casser la figure. C'est un vrai challenge. Regarder une petite croix à côté de la caméra, un bout de scotch au lieu de son partenaire à qui on fait une déclaration d'amour à un bout de scotch parce qu'il faut avoir le regard plus près de la caméra. Et donc, vous imaginez le vrai partenaire tout au fond en train de vous hurler la réplique et vous, avec votre bout de scotch ému. Voilà toutes ces anecdotes, dans le casque, les dialogues qu'on entend entre les acteurs censés être secrets et qui sont pris par l'ingénieur du son qui a oublié de couper. Voilà tous ces moments savoureux d'un tournage, cette ambiance d'équipe, cette tension aussi que je compare à une firme japonaise avec cette pression qui ne concerne pas seulement les acteurs mais aussi les techniciens. Quand on demande à l'accessoiriste de trouver un briquet rouge grand comme ça et pas grand comme ça en 5 secondes, bon, il a sa bijoute où il va courir pour aller chercher le briquet rouge, mais peut-être il est un peu orange et ça fait un scandale. Enfin voilà, c'est toutes ces choses qui sont notre cuisine à nous. Et puis raconter effectivement... là, c'est la partie la plus, autobiographique, la solitude de ce que c'est que d'être une jeune comédienne qui arrive pour la première fois sur un plateau de tournage et qui n'a pas pu dire non, n'a pas su dire non, ne s'est pas autorisée à dire non. Et tout ce que j'ai pu, évidemment, il y a un peu de mon histoire, mais il y a aussi tout ce que j'ai pu observer en 32 ans de métier, évidemment, et ce qu'on m'a confié. Et voilà, alors... pas pour participer à la polémique, mais pour parler de peut-être cet effet de surprise qui a été le mien et pour donner, pas seulement aux jeunes femmes, mais à toutes les jeunes filles ou jeunes hommes qui vont se retrouver dans un premier stage d'entreprise ou dans un premier emploi et qui vont être dans cette fragilité-là, comme devant le tableau, pour leur donner quelques armes, en tout cas les prémunir de ce sentiment de surprise qui a été le mien. En fait, pour arriver à parler, il a fallu que vous transformiez la réalité en fiction et que vous
modifier un peu le passé. Et c'est un message que vous avez voulu en même temps, parce que finalement, vous avez été plus loin en parlant de ça, vous vous adressez aux femmes, c'est votre façon de parler, de vous engager? Oui, voilà, c'est vrai qu'on a parlé du consentement de façon, le mot n'est pas très juste, mais un peu spectaculaire, malgré tout, grâce à des témoignages aussi importants, essentiels que celui de Vanessa Springora, ou le témoignage d'Aden Adel d'un autre récit, mais il concernait l'enfance. Et je pense que c'est important aussi de parler de ce qui concerne les jeunes femmes, et pas seulement les jeunes femmes, et toutes les femmes. Je pense à cette phrase de Rilke qui disait dans L'être et un jeune poète, à quel point c'était réjouissant de voir que la réciprocité entre les hommes et les femmes était enfin possible. Et voilà, j'avais envie de dire que c'est important de parler de cette façon-là, entre nous, entre les hommes et les femmes, dans un vrai dialogue, pour acquérir enfin cette réciprocité possible, cette altérité, et ce désir équivalent, cette équivalence du désir, qu'il n'y en ait pas un qui prévaut sur l'autre. Didier ? Rien que le titre du livre, déjà, est un petit livre en soi, du côté des Indiens. Avant même de l'ouvrir, c'est curieux d'ailleurs, je pensais que c'était ça que vous disiez. Vous alliez vous mettre pour raconter une histoire du côté des souffrants, du côté des attaqués, du côté de ceux qui reçoivent des flèches, qui les tuent ou qui les blessent. En tout cas, ceux qui n'ont pas écrit l'histoire, oui. Et j'ai trouvé que c'est difficile, un titre. Mais celui-là, il est vraiment formidable. Ce qui est émouvant dans le livre, dans la première partie du petit garçon, Ziad, l'ascenseur, le papa, Muriel, etc., c'est une très belle histoire. Elle n'est pas effroyable. En revanche, l'histoire, quand on raconte cette jeune femme qui est actrice et qui se fait agresser, en fait, embrasser de force dans le film, ça c'est terrible. C'est terrible. Alors c'est terrible pour les femmes qui vont le lire parce qu'elles vont se retrouver dans la position que beaucoup ont vécu sans forcément avoir eu l'occasion de le dire, mais dans cette position de victime, d'agressé. Mais c'est terrible pour les hommes aussi, parce qu'on se rend compte à quel point on est souvent nul. Je crois qu'un personnage comme Weinstein, par exemple, j'ai un profond mépris pour lui, mais en même temps, ça a été un producteur extraordinaire. Et je me dis, comment il en est arrivé là? Et maintenant, dans la touffeur de ça et la solitude de sa cellule, à quoi il pense et qu'est-ce qu'il voit et comment il se voit? Il n'a pas de miroir, certes, mais il y a des couverts là, il peut se voir dans le dos d'une cuillère. Comment il se considère? Comme une sale merde. Est-ce qu'il comprend seulement? Est-ce qu'il comprend? C'est la grande question, parce que s'il ne comprend pas, ça ne sert à rien. Il faut qu'il comprenne, mais il faut que les autres qui ont les mêmes tendances comprennent. Parce que je n'ai pas l'impression, malheureusement, que ça ait ralenti l'agressivité, on va dire la virile, enfin, je ne sais pas, des hommes. Mais moi, je suis effrayé pour mes frères garçons. Je trouve que c'est un livre qui est très, très grave à cause de ça. Il est peut-être beaucoup plus grave que d'autres livres qui ont été écrits sur des thèmes voisins, cousins, parce que il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas mort de femme. C'est pire que ça. C'est une tâche qui est posée. Vous savez, on vous dit, ah, vous avez fait une radio, vous avez... il y a une tâche quelque part. C'est pas bon signe. Ben, c'est ça, en fait, qu'elle reçoit, cette jeune femme. Un baiser, c'est pas. On en a discuté. Est-ce que c'est violer une femme que l'embrasser contre son gré ou pas? Oui, bien sûr. Oui, mais là, il fait plus que de l'embrasser. Oui, parce que elle ça se va laisse plus loin. Faire, oui. Parce que ça va plus loin. Mais au départ, peut-être que ça aurait pu s'arrêter là. Mais même quand ça s'arrête là, ou même certains gestes, certains contacts qui peuvent être désagréables ou qui ne sont pas voulus, en tout cas. C'est vrai qu'on a un corps. Et c'est vrai que ce corps, c'est impératif qu'il soit respecté.
Moi, il y a des gens, qu'ils soient hommes, femmes, chiens, chats, etc., où je n'ai pas forcément envie qu'ils me touchent. Les chats, si. Mais ben oui, les chats, on va faire les une chats, exception, Didier. les chats ont des priorités. Mais il y a des personnages dont je n'ai pas envie qu'ils me touchent. Je n'ai pas envie d'être dans leur intimité, dans leur bulle. Et je trouve que le coronavirus nous apprend beaucoup à cet égard. Parce qu'on est à la fois séparés, mais on vit les uns près des autres. Et parfois, on se dit, je suis trop près. Il ou elle est trop près de moi. Et moi, je suis trop près de lui ou d'elle. C'est vraiment beaucoup plus important que je crois qu'on ne le pense, ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé, qui continue par rapport à cette idée de viol et d'intrusion. C'est parce que oui, le mot intrusion me plaît bien. On pénètre dans une zone qui n'est pas la nôtre. Parce que ce qu'on aimerait... il y avait un conte pour enfants comme ça qui était très mignon, Boucle d'or. Elle rentre chez elle, la petite fille, et puis elle dit, mais qui est-ce qui a touché à ma petite assiette? Qui s'est couché sur mon petit lit, etc. Et elle est choquée parce que des petits ours très mignons, elle ne sait pas encore que ce sont des petits ours, ont touché à ses affaires. C'est le cri de l'enfant, c'est mes affaires. Maman, il m'a pris mes affaires. Maman, elle a touché à ma poupée. Oui, c'est pareil, mais là, en beaucoup plus en démesuré. Et ce livre le dit formidablement, avec une très grande pudeur, ce qui est un peu son signe, sa signature d'Isabelle. Le précédent aussi était un livre où la pudeur était vraiment manifeste. Mais plus c'est pudique, d'ailleurs, plus c'est parlant. Didier, vous dont le... Ça veut dire, Françoise, pardon, que bien que Goncourt, j'ai adoré ce livre. Voilà. Il fallait le dire. Didier, vous dont le père a été votre héros, Henri Decoing, qui a été un immense cinéaste, et qui vous a emmené souvent, quand vous étiez enfant, sur les plateaux de télé, de cinéma. Lorsque vous lisez, Isabelle, sa description c'est vrai. est la même que Bien celle sûr. dont vous vous souvenez? Bien sûr, mais je me rappelle maintenant avec le recul d'avoir vu des manœuvres entre, je ne sais pas, je veux dire n'importe, le premier assistant et une jeune fille qui jouait, etc. Des trucs qui, sur le moment, je n'avais pas vu. Et là, maintenant, je vois. Je vois trop tard. Enfin, je n'aurais rien pu faire, de toute façon. Mais oui, ouais, c'était une belle époque et en même temps, ça ressemblait à aujourd'hui. Hein. Ça ressemblait à aujourd'hui. Je me souviens que vous m'aviez dit que c'était les techniciens qui vous impressionnaient parce que vous étiez habitué à voir Gabin, Ventura, etc. chez vous ouais. Et à être le préposé au ping-pong. Oui, on joue au ping-pong ensemble, mais oui, il ne m'impressionnait pas, Gabin ne m'impressionnait pas. Je ne vais pas dire que c'était un copain, mais c'est vrai, on jouait ensemble. Mais en revanche, le directeur de la photo, ça c'était fantastique, parce qu'on arrivait le matin, j'accompagnais papa sur un plateau en studio qui était vide, enfin il y avait un décor, mais qui était juste quelques lampes de service, et puis le directeur de la photo arrivait, il discutait avec mon père, et puis papa disait, bon, tu vois, et les projecteurs s'allumaient l'un après l'autre. On entend le 2 kilos plus piqué sur la rambarde. Et peu à peu, naissait un monde. Et c'était cet homme lumière, comme je l'appelais, qui faisait ça. Et ça c'était fabuleux. Ça, c'était fabuleux. De même que le caméraman, tout seul derrière comme ça, avec son œil rivé à la caméra, qui avançait sur les rails de travelling où les actrices essayaient de passer effectivement sans se casser la gueule. C'était aussi un magicien, parce qu'il mettait dans la boîte des choses qui se passaient. Enfin, c'est formidable, le cinéma. Et c'est vrai que la technique... Et les coulisses du cinéma. Oui, ou même sur le plateau, des gens qui ne sont pas dans la lumière des projecteurs. C'est eux qui font la lumière. C'est la première chose que j'ai vue sur un tournage. Je devais avoir 7 ou 8 ans, même peut-être moins que ça. C'était une scène qui se passait dans une petite ville. C'était tourné en studio. Et donc la petite ville était reconstituée. Donc il y avait des armatures qui faisaient des maisons, avec des battants qui les tenaient. Et puis il y avait la place de la ville avec des faux pavés.
Et puis, il y avait des autos qui passaient, qui étaient poussées. Il n'y avait pas de moteur, ils étaient poussés par des machinaux qui étaient planqués derrière. Et puis, il y avait un orage. Alors donc, l'orage, c'était des projecteurs qui clignaient comme ça. Et puis, on agitait à cette époque-là, les sons étaient en direct. Donc, on agitait des grandes plaques de tôle qui faisaient des bruits de tonnerre. Et au milieu de tout ça, il y avait mon père avec un porte-voix en carton qui criait plus vite les autos, plus fort le tonnerre, plus d'éclairs. Et je me dis, il a des jouets, il a un jouet formidable. Moi, j'avais que des petits soldats et des petits autos, c'était Cucus que j'avais. Lui, il avait le plus beau jouet du monde. Il reconstituait une ville à lui tout seul, avec ses copains techniciens. C'était prodigieux. En réalité, quand on est sur un plateau, ce n'est pas les comédiens qu'il faut regarder, c'est les techniciens. Mais oui, c'est toute cette équipe et tout ce qu'ils font comme miracle, quoi, de créer ce monde. Et je me suis inspirée dans le livre, à un moment donné, quand je parle de l'attirance de Muriel pour le plateau de cinéma, d'une interview de Jane Fonda dans un documentaire qui, à ce moment-là, avait arrêté sa carrière et à qui on demandait mais est-ce que ça vous manque? Est-ce que ça vous manque pas de jouer? Elle dit non. Puis elle réfléchit, puis elle dit quand même, il y a quelque chose qui me manque. Ah bon, quoi? Alors c'est ce moment, en fait, où on a rendez-vous avec une scène. On sait que c'est la scène clé du scénario. Donc on a une pression maximum. Et cette scène, si on la rate, tout le parcours du personnage partira à la trappe. Et vous êtes dans votre carloge, vous attendez, toc, 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 l'assistant vient, Mademoiselle Fonda, ça va être à vous. On marche, et on va sur le plateau et on arrive dans ce grand cercle de lumière dont vous parliez, ce grand cercle de lumière, là, des projecteurs, mais qui n'est pas seulement un cercle de lumière, qui a l'énergie d'un aimant, l'œil d'un ouragan, elle dit. Et là, on rentre là dans ce cercle de lumière et on ne sait pas du tout si la magie va avoir lieu ou pas. Ça ne nous appartient pas, en fait. On ne sait pas si on va marquer tous les buts ou si ça va être un fiasco. Et il y a tout le monde qui est au courant que c'est la scène clé. Et on commence. Et il ne faut surtout pas penser, surtout pas se mettre la pression, se laisser en fait aller. Et quand ça marche, c'est comme si vous étiez dans un avion qui décolle. Et vous pouvez aller n'importe où. Vous pouvez vous diriger n'importe où. Tiens, j'ai envie de piquer là. Ah, l'avion pique. Là, j'ai envie de repartir en haut. Là, il part. Tout est facile, fluide, et vous voyez, et on annonce le coupé, et vous avez juste besoin de regarder l'équipe, et vous voyez que, ouais, la flèche a été dans le rouge, ou pas. Le ou pas est terrible. Oui, ou pas, oui. Ça arrive aussi. Et Isabelle, je crois que cette adolescente, après un épisode très douloureux, puisque vous avez tenté de vous suicider, que vous avez été en clinique psychiatrique, et c'est là que vous avez eu envie de devenir comédienne. Pas écrivain à ce moment-là, comédienne. Oui, en fait, je ne voulais pas en parler de toute cette histoire. Et puis, en fait, je suis très heureuse d'en avoir parlé dans Les Rêveurs. Et j'ai assumé autant... Il y a plein de choses inventées dans Les Rêveurs, autant ça, je le dis vraiment, c'est mon histoire. Et je suis heureuse d'en parler parce que je me suis rendu compte que ça avait aidé plein de gens. Et encore hier, j'étais à Strasbourg et il y a un jeune homme de 19 ans qui est arrivé et qui m'a dit merci parce que voilà, j'ai lu votre livre Les Rêveurs à un moment où ça n'allait pas du tout. Et j'ai compris de quoi il parlait. Et je lui dis maintenant ça va. Il me dit ah oui, mais vraiment le livre m'a aidé. Et alors quand vous entendez ça, vous dites mais alors vraiment pourquoi je l'ai pas fait avant en fait. Et effectivement, voilà, j'avais fait une tentative de suicide, j'avais 14-15 ans, et j'étais dans un hôpital psychiatrique aux enfants malades à Necker, et il y avait un des patient qui avait une toute petite télé minuscule que son père lui avait prêtée. Et nous trompions la vigilance des infirmières et on se retrouvait en loose day dans sa chambre et on regardait des films de temps en temps. Et là, il passait un film de Romy Schneider, Une femme à sa fenêtre. Alors, je connaissais les Sissi, évidemment, mais je ne l'avais jamais vue jouer dans cette émotion qu'on connaît d'elle, qui est une émotion...
qui a un don d'elle-même extraordinaire, en fait. Qui a un don... qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus précieux que ce don-là? Et quand j'ai vu ça, j'ai vite été chercher mon cahier d'écriture, parce que j'écrivais toujours ces phrases bijoux, mais aussi un journal. Et puis, j'ai recopié cette phrase, que ce n'était pas elle qui le disait d'ailleurs, c'était son partenaire. Préférer les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort. Ah, je me suis dit, bah oui, il faut que j'arrête de penser à ça, il faut que j'arrête de penser à ça comme une solution, ça n'en est pas une. Les risques de la vie, oui, il faut les prendre. Et je n'arrêtais pas dans ma chambre, après, de me redire cette phrase et beaucoup d'autres. C'était un peu mon magnétoscope à moi, en fait, cette façon d'écrire les répliques. Et je me suis dit, mais il faut que je les joue, plutôt que de me les dire toute seule dans ma chambre. Et en sortant de cet hôpital psychiatrique, je me suis inscrite à un cours de théâtre. Voilà. Donc, comme quoi, par moments, quand on a l'impression de toucher le fond du trou, c'est là où naît la solution. Et outre César, Molière, etc., vous avez reçu le prix Romy Schneider. C'était mon plus beau prix. Mais oui, je dois dire que ce jour-là, j'étais vraiment particulièrement émue. Je m'en doute, c'est un prix magnifique. Et alors, l'écriture est arrivée comment ? Alors, j'avais vraiment, bon, voilà, comme je vous disais, beaucoup écrit quand j'étais plus jeune. Et puis, vers l'âge de 30-35 ans, j'ai un peu arrêté. J'écrivais vraiment très sporadiquement, alors que jusqu'à 30-35 ans, j'écrivais au quotidien des nouvelles, des poèmes. J'avais même écrit un roman qui s'appelait La Cage, qui parlait d'une errance. Et jamais publié, là? Jamais non, essayé de le publier? Je le montrerai à personne. Mais je parle d'errance aussi dans la dernière partie du livre, parce qu'on a parlé de cette partie du consentement qui n'est que un temps de cette valse à 4 temps. Il y a aussi toute une errance, et là je me suis un peu sentie dans un film de David Lynch, qui était le cas dans ce premier roman aussi, qui s'appelait La Cage. Et puis oui, à l'âge de 30-35 ans, j'ai arrêté parce que ce métier de comédienne me comblait. J'avais un moyen d'expression extraordinaire, et j'aime dire les mots des autres. J'aime être au service d'un auteur. J'aime être au service tout court. Je suis quelqu'un de très docile. J'écoute le metteur en scène. Je me laisse tout à fait diriger. Je ne suis pas dans le contrôle. Je n'aime pas aller voir le combo et vérifier les prises. J'aime m'abandonner. Je crois que c'est François Perrier, ce grand acteur, qui disait que sur scène, on s'abandonne, on se perd et paradoxalement, on se trouve. Voilà, et c'est ce que je ressentais en fait, en me laissant faire, en me laissant guider par les mots des autres. J'avais le sentiment aussi de me trouver. Et vous avez eu envie tout d'un coup de vos propres mots? Et là, c'est là où peut-être la partie finalement la plus autobiographique, c'est peut-être Bertrand, le personnage du papa de Ziad, cette urgence qui m'a rattrapée de vivre les choses que j'avais envie de vivre et que je n'avais pas encore vécues, sans doute à cause de l'âge qui arrivait. Je me suis dit, mais tu vas attendre jusqu'à quand là, avant de faire ce que tu as envie de faire? Vraiment, j'ai toujours envie de jouer, mais ce rêve récurrent d'écriture devenait là vraiment urgent. Alors, un jour, j'ai eu cette chance de me retrouver, alors moi qui ne vais jamais aux avant-premières parce que je suis très timide, je me suis retrouvée à une avant-première d'un film des frères Larieux où Philippe Djian, qui avait son roman adapté par les Larieux, était là et était en retard parce qu'il revenait de son atelier d'écriture. Je l'ai fait parler de son atelier d'écriture pendant 1h30. Je l'ai coincé, je l'ai fait parler de son atelier d'écriture. Et quelques jours plus tard, je me suis inscrite à cet atelier. Voilà. Et ça m'a donné... ce que ça m'a apporté, c'est de retrouver cette écriture au quotidien, ce qui me manquait en fait. Enfin, là, je le dis pour tous les gens qui... parce que je pense qu'on a tous besoin d'écrire au moins un roman, quoi. C'est Virginia Woolf qui disait que qu'on devrait donner des amendes aux auteurs qui écrivent trop et permettre à chacun d'écrire au moins un livre. Et donc je vous encourage, voilà, et j'ai l'impression, enfin je ne sais pas si Didier sera d'accord avec moi, mais le secret c'est d'écrire tous les jours, quoi. C'est de tous les jours, et si on perd ce quotidien-là, entre vos enfants et le théâtre, ça se dilue, oui. Entre vos enfants et le théâtre. Oui, voilà, du coup d'où les cernes et la fatigue parfois, mais c'est pas grave, c'est une bonne fatigue. Et Didier, pour oui, pardon François. Allez-y, pour Didier. Boucler la boucle, vous êtes réalisatrice quand? On a envie de voir un film d'Isabelle Carré. Moi, en tout cas. Alors, ça me trouble, cette question, parce que c'est comme si tout le monde me renvoyait cette question en ce moment.
par rapport au roman, par rapport à une pièce de théâtre, Michel Didim qui est là. J'ai un problème de légitimité, comme vous l'aurez compris. Donc il m'a fallu 20 ans pour me sentir légitime à écrire. Et après avoir joué Shakespeare, Tchekhov, c'est un peu inhibant de se dire tiens, moi aussi j'ai le droit. Enfin, faites confiance à Michel Didim, il est extraordinaire. On est d'accord. On vous donne le droit, vous savez. Allez-y. Ben, merci. Allez-y, dites moteur. Merci, cette autorisation est précieuse. Non, parce qu'on a envie de voir comment vous pourriez traduire en images, c'est déjà dans les livres, mais des images sur un écran, dans le fond des histoires, et comment vous feriez vivre des... Moi, j'aimerais bien savoir comment vous arrivez à faire sortir à une actrice ou un acteur sa substantifique moelle, en tout cas, tout ce qu'il peut offrir. Didier, on parle un peu de votre livre pour les enfants. Oui, c'est vrai, c'est rare de vous voir avec une actualité littéraire pour enfants. C'est déjà arrivé une ou deux fois avec un petit livre sur la Bible, je crois, pour les... Oui, mais c'était des dérivations, c'est-à-dire qu'on partait du gros livre et puis on faisait des versions pour enfants, en tout cas pour juvéniles. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette histoire pour les enfants? C'est d'abord de me dire que quand j'étais enfant, j'ai eu des moments de grâce avec des livres qui avaient été écrits par des auteurs pour jeunes. Et moi, j'ai eu des révélations, des moments de joie extraordinaires qui me poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Et je me rappelle notamment, j'avais un jour lu un livre qui s'appelait « La porte des étoiles ». Ce n'était pas pour des enfants de 5-7 ans, c'était un peu plus grand, mais quand même. Et je ne connaissais pas l'auteur. Ce livre m'avait totalement retourné. Et puis, un jour, une femme qui était éditrice me demande d'écrire des livres pour adolescents. Et je vais chez elle pour qu'on en parle, etc. Et puis, à un moment, son mari entre dans le salon. On commence à parler, ils se mettent dans la conversation. Et puis, je dis, vous savez, moi, de toute façon, je le ferai avec bonheur parce que j'ai eu une joie telle à lire un livre qui s'appelait « La porte des étoiles ». Et je me rappelle encore tout. Le pilote du livre s'appelait Monsieur Dimoto, la société s'appelait la Solona, l'ennemi de la société s'appelait la Ravag. Et je suis sorti de tous les trucs. Et je voyais cet homme, au fur et à mesure que je parlais, prendre la couleur de nos masques, c'est-à-dire blanchir. Et quand tout d'un coup, je m'arrête parce que je dis quoi? Je lui fais peur, je lui fais mal. Il me dit, c'est moi qui ai écrit ça. Et oui, j'étais tellement heureux qu'il sache qu'il avait bouleversé la vie d'un petit garçon qui était devenu un homme et qui était devenu un écrivain en plus. Et je suis devenu écrivain beaucoup à cause de ce livre. Parce qu'il m'avait ouvert une porte qui était la porte de l'imagination et de la mise en mots de l'imaginaire. Et j'avais un tel respect pour ça, j'ai un peu comme Isabelle, une question de légitimité, que je n'ai pas osé pendant très longtemps écrire pour les enfants. J'ai même été le père le plus nul qui soit. J'ai jamais su raconter une histoire. Je savais jouer avec eux à des trucs. C'est pas possible. Je n'ai pas pu raconter d'histoire à mes gamins, je ne sais pas faire. Je ne savais pas faire. Ou alors je leur lisais des trucs écrits par d'autres. Parce que vous êtes un conteur extraordinaire. Oui, mais bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais infoutu de leur raconter des histoires. Et tous les soirs, c'était « Papa, tu nous racontes une histoire. Attends, je vais vous en lire une. » Non, voilà, je ne savais pas raconter. C'est au moment où je me suis dit bon, essayons. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce petit livre. Il y en aura d'autres, d'ailleurs, parce que j'ai pris goût à la chose. Puis c'est important de faire lire les enfants. Et c'est tellement important parce que le soin qu'on prend maintenant pour la littérature, pour les enfants, mais c'est tout ce qu'on va gagner plus tard. Et avec les écrans, il faut se battre dès cet instant-là. Et alors, vous avez un rituel que je trouve formidable. Vous emmenez vos enfants une fois par semaine dans une librairie. 1 ou 2 fois par semaine, minimum, dans une librairie. Et chacun, donc j'ai 3 enfants, chacun doit prendre minimum 2 livres en sortant. C'est formidable, voilà. Ça. Et c'est minimum 1 ou 2 fois par semaine. Et du coup, même quand ils étaient plus petits, ils préféraient aller dans une librairie qu'aller au manège. Parce qu'on reste des heures dans cette librairie. Ça, vous voyez, ça s'applaudit.
Mais ça commence là, le goût des livres commence là, le goût de s'exprimer. Mes enfants écrivent aussi, je les encourage à écrire des petits scénarios, à écrire, à dessiner à travers ce livre-là, par exemple, ils dessinent avec les images du livre ouvert et ils interprètent et ils font leur propre dessin. Alors, au contraire, c'est un poney. C'est un petit poney. C'est un petit poney. Alors, d'abord, il y a le lieu. Ce qui est important, c'est qu'au contraire, c'est pas n'importe quel poney. C'est un petit poney irlandais. Il naît dans un... Moi, j'ai une grande passion pour l'Irlande. L'Irlande mouillée, humide, ce que les gens détestent en général. Moi, j'adore ça. Et ce petit poulain, il naît dans un haras qui s'appelle l'élevage O'Hara, avec le fameux truc irlandais. Et il est en velours. Il est ravissant, il est soyeux, il est gracieux, il est attendrissant. C'est une vraie petite merveille de poulain. Et le maître du haras, il a une fille qui s'appelle Sarah. Et donc, il y a 7 ans, me dit Charlotte. 7 ans? Peu importe. Là, il y a une histoire de famille, là. On se réglera après. Enfin, qui est petite, en tout cas. Et le papa dit, ça va être ton anniversaire, et ben voilà ton cadeau, je t'offre ce petit poulain. Elle est évidemment folle de joie, elle lui fait des câlins et tout. Et puis le lendemain, on ouvre la porte pour que le petit poulain il se dégourdir les pattes et court, etc. Et là, à la stupéfaction générale, il court à l'envers. Il galope, c'est l'arrière du poulain qui est en tête et la queue du poulain qui est à la queue. Alors c'est effrayant parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'un oiseau pareil? Le père dit, je vais le vendre à la boucherie, je vais le donner à la boucherie. Qu'est-ce que j'en fasse, moi, de ce cheval? La petite fille est évidemment consternée, désolée. Alors elle passe une dernière nuit à côté de son petit poulain en lui disant, je ne les laisserai pas faire, je m'occuperai de toi, etc. Mais oui, non, ils veulent l'emmener à la boucherie. Avant que le père ne vienne avec le boucher, arrivent d'horribles camions noirs, qui sont les camions des voleurs de chevaux, parce que c'est un haras, donc il y a plein de chevaux. Et alors donc ils ils ouvrent les portes pour prendre les chevaux de l'élevage, pour les faire monter dans ces horribles camions noirs, et ils veulent faire monter au contraire. Mais le petit poulain qui galope à l'envers, donc il s'appelle au contraire, il ne peut pas monter en avant, lui, puisqu'il part en arrière. Et les autres chevaux voient ça, ils disent il est rudement malin. Alors, au contraire, leur dit faites comme moi. Au lieu de monter dans le camion, partez à l'envers. Et les chevaux font ça. Au passage, ils renversent les voleurs, etc. etc. Donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui fait le contraire de ce qu'il faut faire, de ce qui est bien vu, de ce qui est rationnel, et qui, grâce à ça, c'est indifférent, au contraire. Et grâce à ça, il devient le héros du haras. Évidemment, les voleurs sont arrêtés, etc. Et il va rester le petit cheval préféré de Sarah. Moi, j'ai toujours pensé que les gens différents avaient un petit quelque chose en plus. On est tous différents, hein, d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai connu comme ça une petite fille qui était trisomique 21 et qui avait une façon de... On lui faisait jouer la comédie, et pas n'importe quel texte, c'était du Claudel. Elle avait 12 ans. C'était extraordinaire. Marie-Dominique, elle s'appelait. C'était extraordinaire, comme autant elle avait du mal à exprimer sa vie dans tous les jours, autant quand elle était dans le texte de Claudel, elle nageait. Tout le monde était stupéfait. Elle disait des choses, on lui faisait jouer des passages de Jeanne Aubuchet, qui est un oratorio. Tout n'est pas facile hein, là-dedans. Et elle, c'était limpide quand elle parlait, c'était lumineux. Et je me dis, c'est comme les autistes qui ont des qualités particulières, des dons particuliers, vivent la différence. Vivent la différence. Et ce petit cheval, voilà, il est comme ça, il donne aux autres chevaux et aux humains, au maître du haras, la leçon que, parce que je suis différent, j'ai sauvé la maison. Alors, je vais vous laisser aller dédicacer. Juste avant vos projets, je crois, Isabelle, que vous reprenez le théâtre très bientôt. Oui, le 22 septembre, au Théâtre de la Renaissance, une comédie, ça va nous faire du bien. Il faut aller au théâtre, il faut aider les théâtres.
masquer, mais aller au théâtre. Oui, parce que c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas plus de danger à aller au théâtre que de prendre un train ou de prendre l'avion ou d'aller dans un restaurant. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est dans le noir, que ça fait peur, mais on vous fera oublier vos masques. Et il faut aider la culture. Didier, vous préparez un scénario. J'ai fini, Dieu merci, j'ai fini un premier script qui doit se tourner à la fin de l'année, qui est un gros téléfilm de 2 heures sur Diane de Poitiers, avec Isabelle Adjani. Et je pense que ça devrait être bien. Pour José Dayan. Pour José Dayan, et avec qui j'avais fait Monte Cristo, tout ça. Et puis j'ai écrit un film, alors un film de cinéma, qui est assez compliqué, mais Isabelle est au courant, je crois, hein, de Jean Schrick. J'adore ce scénario. C'est une histoire merveilleuse. En deux mots, sont des parents. Le père, il a un stand au marché aux puces. On est en 1953-54. Ils sont juifs tous les deux, le père et la mère. Et un jour, la mère reçoit d'Israël une lettre d'une cousine à elle. Elle pensait que toute sa famille avait été exterminée dans les camps. Il y a encore une cousine qui est passée à travers la nuit et le brouillard. Et la cousine lui dit, viens me rejoindre, viens me voir, viens me rendre visite. Et alors elle dit, je veux y aller, etc. Et le père dit, mais c'est une folie, c'est très, très dangereux. C'est quand même un pays qui est en train de se faire. Il dit, mais écoute, tu peux y aller à une condition. Tu vas emmener Jean, c'est son fils, il a 10 ans, tu l'emmènes, il veillera sur toi. Et donc ce petit garçon va veiller sur sa maman. Et en même temps, ils vont découvrir la naissance du pays d'Israël. C'est un texte très émouvant. C'est un film sur lequel j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Et j'espère qu'on ira au bout du projet. Ouais, moi, je me suis inscrite, en tout cas. Et puis pour le président de l'Académie Goncourt, la première sélection du prix Goncourt, c'est mardi prochain. C'est mardi. Mardi prochain, le grand suspense. Voilà, Isabelle et Didier vont aller dédicacer. Si vous avez envie d'un livre plein de poésie et passionnant, pour adultes et pour enfants, les deux sont à votre disposition. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Bonne soirée. Merci.